Salut les jeunes, c'est Melkor et bienvenue dans la 23e émission de Looking for Rugby. Ah bah il était temps. Ouais bon ça va, hein, j'étais pas mal occupé cette année donc calmos. Ouais occupé, flemmingite aiguë quoi. Bon bref, je crois qu'il est quand même temps de commencer. Voici donc mon top des joueurs qui ont tout déchiré pendant un match. Au moment où cette émission est enregistrée, le 15 de France n'a lui enregistré que 3 victoires cette année. Et on en est bien resté à 3 victoires cette année. Ce qui est quand même assez peu. Et parmi toutes les raisons invoquées pour justifier ou expliquer ce relatif insuccès, il y a par exemple le manque de joueurs références. De joueurs ayant réellement un niveau mondial et capable de faire la différence à eux tout seuls. Bon, on est bien d'accord que des joueurs comme ça, il y en a quand même pas des masses, mais ça ferait quand même bien plaisir d'en avoir un sous la main. Eh bien, vous m'en mettrez une quinzaine du coup. Ceci étant dit, on est quand même bien d'accord que le rugby est avant tout un sport collectif. Et que la performance d'un joueur reste liée à celle de ses partenaires, mais aussi de ses adversaires. Chaque fois qu'il y a rencontre, on passe avec l'adversaire. Moi non, j'ai toujours pensé que c'était un partenaire adverse, alors ça, comme une évidence. Bon là, je parle surtout des avants, bien sûr. J'ai d'ailleurs ouï dire d'un proverbe anglais qui dirait ceci: dans un match de rugby, ce sont les avants qui décident de qui est le vainqueur et les arrières de l'écart au score. Tous les joueurs dont il sera question aujourd'hui jouaient quand même dans de sacrées équipes. Et bien voilà, comme ça c'est dit. Même si une distinction individuelle dans un sport collectif, ça fait quand même moyen, c'est vrai. Ce qui ferait du coup que le principe de cette émission est ridicule? Oui, aussi ridicule qu'un japonais chantant du yodel. Oui. Mais allez, on attaque là, on a assez perdu de temps comme ça. Mais avant d'entamer ce top LFR, mettons-nous bien d'accord. Bon, et même si ça paraît quand même largement implicite, ce n'est que mon avis qui est donné ici. Et si t'es pas d'accord... Tu fermes ta gueule. Bon, j'ai comme l'impression qu'il y a quelques cancres dans le fond qui n'ont pas la ref. Alors voici pour éclairer vos lanternes. Vernon Wells quoi. Méchant de Mad Max 2, mais surtout Bennett dans Commando, avec son gros bide, hein, et sa cote de maille tout pourri. De rien. Vous habituez pas trop les jeunes, hein, on fera pas ça à chaque fois. Hein. À savoir également que pour cette émission, je mets de côté volontairement et complètement arbitrairement, premièrement, les matchs qui ont révélé un joueur. Comme par exemple l'Irlandais Brian O'Driscoll contre la France en l'an 2000 dans le tournoi des 6 nations, qui inscrira 4 essais à Saint-Denis. Le All Black Richie McCaw contre l'Irlande en 2001, qui est élu homme du match dès sa première sélection. Dan Carter qui foudroie les Lions britanniques en 2005. Ou encore le français Thierry Dussautoir, auteur d'une performance majuscule avec les Bleus contre la Nouvelle-Zélande en 2007. Auteur, paraît-il, de 39 plaquages, ce qui constitue le record mondial. Performance que le français agrémentera d'un essai, en plus. Gros match. Gros match. Mais non, on parlera pas de ces joueurs-là et de ces matchs-là. Désolé. Ouais, c'est pas des rigolos, ça là. Deuxième chose, j'ai également exclu des matchs dont on a déjà trop souvent parlé ici. Comme par exemple John Alomou et ses 4 essais contre l'Angleterre en 1995, Jamie De Beer et ses 5 drops en 30 minutes contre l'Angleterre en 99, ou encore le Full House de Titou Lamaison contre la Nouvelle-Zélande en 1999. On est bien d'accord que ces joueurs ont réalisé là des performances assez extraordinaires, mais bon, on les a quand même bien ressassés ici, bon peut-être pas la peine d'en rajouter. Et donc passons sans plus attendre à notre top, ces fameux matchs où le joueur était déjà connu et il a quand même tout pété. Qu'on pourrait appeler également le joueur décisif dans le match décisif, mais on pourrait tout aussi bien parler de matchs quasiment gagnés à eux seuls. Allez, à l'attaque. Et pour démarrer, quoi d'autre que le récital de Tim Moran avec les Wallabies contre les Springboks en 1999. Ah, Tim Moran, on l'a peut-être un petit peu oublié celui-là, le fameux pot de gel 3/4 centre. T'es encore là le pot de gel? À propos de ce match, Tim Moran déclarera qu'il était tellement à l'aise qu'il avait l'impression de jouer contre une équipe d'une catégorie d'âge inférieure. L'équipe dont il parle étant les Springboks, champions du monde, et jusque-là invaincus en phase finale de Coupe du Monde. Quand même, il aurait pas un peu le boulard, Tim? La vérité nous oblige à le dire, il s'est quand même pas mal promené face aux Boks. Ça fait chier mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Parenthèse sur les Springboks invaincus, faut rappeler qu'en 99 ce n'est que leur deuxième Coupe du Monde, leur première étant 4 ans avant en 95. Et d'ailleurs, petite anecdote piquante, paraîtrait qu'un officiel de la Fédération Sud-Africaine de Rugby ait dit un jour lors d'un dîner de l'IRB, qu'on appelle aujourd'hui World Rugby, que les 2 premières Coupes du Monde ne comptaient pas puisque les Springboks ne l'avaient pas joué. Vous le sentez venir, l'incident diplomatique? Ce qui a quand même eu le don d'agacer quelque peu les officiels néo-zélandais présents ce jour-là. Je sais plus quel jour c'était, mais bon, peu importe. Vu que pendant très longtemps, il n'y avait que la Coupe du Monde d'origine, la Coupe du Monde 87 qu'ils aient gagnée. Donc forcément, dans l'intervalle, les Springboks la gagnent 2 fois. Ce truc-là ressortait sans arrêt, bon, ça les a gavés quand même, les Néo-Z. Même si maintenant, bon, on rigole moins des Néo-Zélandais, hein, ils sont partis pour toutes les gagner, les Coupes du Monde. Hein. Bref.
Fin de la parenthèse. Souvenez-vous qu'après la fameuse demi-finale de 99 contre les Néo-Zélandais, il y a eu une finale, hein. On oublie un petit peu ça, et on n'a pas vraiment existé en finale, hein. On avait déjà joué quelque part notre finale contre les Néo-Zélandais, et on n'a rien pu faire contre ces Australiens, très cliniques, très pragmatiques, qui étaient très en avance dans le professionnalisme. Forcément, on n'a quasiment rien pu faire. Donc il y avait 4 ou 5 joueurs qui étaient déjà champions du monde en 91. Donc voilà, Timoran fait partie de cette équipe de légende, cette équipe de 99 qui n'a encaissé qu'un seul essai pendant toute la Coupe du Monde. Et c'était en poule. Quand même, sacrée équipe, sacré Timoran, vraiment le match de sa vie, la compétition parfaite. Suivant. Et en numéro 4, un autre Australien, Bernard Foley, contre l'équipe d'Angleterre en 2015. Il assomme tout un pays en 80 minutes fantastiques. Et l'Angleterre dégage, ce qui fait toujours plaisir. Ça faisait quand même un bon moment qu'on s'était pas autant marré. Foley sera finaliste de cette Coupe du Monde, mais devra s'incliner en finale contre les All Blacks, quasiment imbattable à ce moment-là. Sur ce match, il a la chance d'avoir autour de lui un collectif parfaitement rodé entre jeunes pousses et vieux briscards, un très bon gagnant à la mêlée et des arrières de feu. Kurt Campbell par exemple fera là un de ses meilleurs matchs en green and gold. Battu la semaine précédente par les Gallois en fin de rencontre, tétanisé par l'enjeu, était complètement dépassé par la vitesse d'exécution des Australiens, notamment ce bon Bernard. Surtout en première mi-temps, hein. Là, une première mi-temps complètement australienne, il n'y a pas photo. Merci l'Australie, merci Bernard, la France vous remercie. En numéro 3, Johnny Sexton contre Northampton en 2011. Ah, cette finale de la H Cup. Extraordinaire. Car oui, ça m'arrive de dire du bien du rugby des clubs. Même si là, c'est plutôt une franchise. C'était un match bien mal embarqué. Northampton mène 22-6 à la mi-temps. Et pourtant, le score final sera de 22-33 pour le Leinster. C'est bien simple, Johnny a quasiment renversé le match à lui seul. Mais que s'est-il donc passé à la mi-temps? Un tel retournement de situation laisse quand même interrogateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le futur joueur du Racing fera un discours à la mi-temps, remotivant ses troupes, remotivant ses hommes en invoquant le miracle d'Istanbul. Alors si vous savez pas, le miracle d'Istanbul, c'est du football, hein. Voilà, désolé, il va falloir parler un peu de foot. Le miracle d'Istanbul, qui doit son nom à l'endroit où le match eut lieu, c'est la finale de la Ligue des Champions en 2005. Finale qui vit donc Liverpool remonter le Milan au score. Il y aura 3 partout après prolongation, Liverpool s'imposera au tir au but. Et après un bon discours, rien de tel que de montrer l'exemple. Que Johnny fit en marquant pas moins de 22 points en seconde mi-temps. 2 essais, 3 transformations, 2 pénalités. Et comme on dit à Paris, la remontada! Cette finale remportée apportera donc son 2e titre européen au Leinster, lequel Leinster était entraîné à l'époque par Joe Schmidt, ex-co-entraîneur de Clermont et actuel entraîneur de l'Irlande. Avant possiblement de reprendre les All Blacks? Le premier titre en 2009 ayant été remporté par l'entraîneur Michael Cheika, lequel est passé depuis par le Stade français, avec une autre réussite, les Waratahs et les Wallabies. Depuis, le Leinster a glané 2 autres titres européens, le premier en 2012, toujours avec Joe Schmidt comme entraîneur, le second en 2018, cette fois-ci avec Léo Cullen, son ancien capitaine, comme entraîneur. Très sincèrement, je considère cette finale de 2011 comme un match collector, il faut absolument le voir. C'est bien simple, en le voyant, je me suis dit qu'on ne verrait sûrement pas de meilleur match en 2011, alors qu'il y avait quand même la Coupe du Monde en 2011. Moi qui défends et privilégie toujours le rugby international, le rugby de club, vous voyez quand même que je sais reconnaître quand ce dernier est meilleur. Ce match nous révéla donc encore un peu, s'il le fallait, Sexton. Bon, on le connaissait déjà un petit peu, hein, il a eu ses premières sélections internationales en 2009. C'était contre les Fidji, une équipe qu'on connaît bien. Et cette même année 2009, il remplace Felipe Contepomi qui se fait les croisés en demi-finale de Coupe d'Europe. Comme ça, qui rentre dans la cour des grands. Rappelons qu'à l'époque, c'était quand même Ronan O'Gara, le titulaire numéro 10 en équipe d'Irlande, et que le voir être éjecté par Johnny Sexton n'était quand même pas immédiatement évident. Franchement, même si les années commençaient à passer, bon, on le voyait pas trop contester. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Même si à la Coupe du Monde 2011, c'est encore Ronan O'Gara qui était titulaire en numéro 10 pour l'Irlande. Hein. Les gens ne s'évaporent pas comme ça. Et si on passait à la suite dite? La suite, le numéro 2, c'est Beauden Barrett cette année contre l'Australie. Soit dit entre nous,
C'est cette performance qui a motivé la création de cette émission. Dans ce match, le demi-ouverture Beauden Barrett va marquer 30 points à l'Australie, égalant ainsi le record d'Andrew Mertens. Andrew Mertens, bon, ça parle pas aux plus jeunes d'entre vous, ça commence à dater quoi. Andrew Mertens, c'est les années 90 quoi. Hein. Il était titulaire en finale de la Coupe du Monde en 95 par exemple. Ah, c'est pas tout jeune tout jeune. D'ailleurs, il a fini sa carrière de joueur en France. Comme tant d'autres, hein, vous me direz, mais tout de même. Ouais, c'est pas forcément une qualité ça. Lors de ce match contre les Australiens, Beauden va également marquer 4 essais. Et là, c'est un record contre l'Australie. Personne n'a jamais fait ça, quoi. Bon, Beauden, on le connaît tous. Il a été élu 2 fois de suite meilleur joueur du monde. On découvre pas ce gars-là, ça c'est sûr. Bon, évidemment, depuis, ils ont perdu contre les Sud-Africains et les Irlandais. Mais au moment où ce match est joué, ça signe quand même le règne de ces All Blacks double champions du monde, dont la place semblait quasiment incontestable et incontestée à l'époque. Les Sud-Africains sont venus les titiller. Les Irlandais aussi. Bon, ça reste quand même une performance majuscule et un exploit de les battre. Hein. C'est quand même relativement rare et très difficile. Et Beauden n'y est pas pour rien. Et comme ça, tranquillement, l'air de rien, au passage, Beauden a rattrapé Dan Carter au nombre d'essais marqués. Marqués avec les All Blacks. Il s'agit donc d'une copie quasi parfaite, une performance sensationnelle, étourdissante, coruscante, vive et superlatif, qui fait de Beauden, si ce n'était encore le cas, l'un des plus grands. Ouais, pas comme Jordi quoi, l'idiot de la fratrie. Ah bah bravo, c'est tellement nul qu'on dirait moi à l'école primaire. Même si on le sait, je le sais, tu le sais, il le sait. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez, il le sache. Le tir au but, c'est un peu moins son truc. Bah faut bien qu'il ait des défauts le jeune homme, hein. Il est plus doué que moi, ça c'est sûr. Ouais, peut-être pas qu'en rugby. Mais son truc c'est plutôt ça. Bon voilà, hein, Noran, Follet, Sexton, Barrett. Et bah ça y est, on a notre grand gagnant. Et notre numéro 1. Le numéro. Notre numéro 1 donc, Mornestein face aux All Blacks en 2009. Au cours de cette rencontre, Mornestein va inscrire 31 points aux All Blacks, ce qui est un record. Un essai, une transformation et 8 pénalités. C'est bien simple, il aura tout fait, ou presque. Ce qui explique au moins en partie pourquoi les Boks ont remporté le Tri-Nation cette année-là. Mornay, quel beau prénom, fit ses débuts internationaux cette année-là, notamment en tapant la pénalité de la gagne lors du second test qui opposait les Boks aux Lions britanniques. Permettant ainsi aux Sud-Africains de remporter la série de tests et de venger leur défaite de 1997. Alors je profite de cette émission pour faire une petite mise au point. Contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, au hasard dans les travées de Jambouin, un stade qu'il est bien, Mornestein n'a jamais été champion du monde. En 2007, c'était Butch James, ce gros bourrin qui était titulaire en numéro 10 chez les Springboks. Ce que l'on appelle chez les spécialistes comme moi, l'effet Jake White. Et en 2011, c'est bien Mornestein qui est demi-ouverture de l'équipe des Springboks, éliminé en quart de finale par l'Australie de James Orwell. James Orwell qui marquera le seul essai de cette demi-finale assez chiante, même s'il y avait eu un très grand David Pocock. Et en 2015, c'est André Pollard qui sera le plus souvent titularisé par Heineke Meyer en lieu et place de Mornestein au poste numéro 10. Fermez la parenthèse. Pour revenir sur ce match record de Mornestein face aux All Blacks, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, le grand millésime 2009 des Springboks sud-africains. Les Springboks sud-africains remporteront en effet cette année-là leur série de tests contre les Lions britanniques et le Tri-Nation. Le Tri-Nation étant bien sûr l'ancêtre de l'actuel Rugby Championship. N'oublions pas que le Super Rugby et la Currie Cup ont été remportés par la même équipe, les Bulls de Pretoria. Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud, hein, si vous savez pas. Lesquels Bulls de Pretoria formaient l'ossature de l'équipe nationale. Avec en plus de Mornestein, Fourie Duprez, Brian Habana
la paire de deuxième ligne Botta, Matfield, Danny Rosso, etc. Sans parler de tous ces monstres comme seul peut en produire l'Afrique du Sud, Schalkburger, Heinrich Brosso, les frères Duplessis, John Smith, François Stein, Jacques Foury, le tout cornaqué par leur inénarrable entraîneur, Peter De Villiers. Non, pas celui-là, plutôt celui-là. Ce dernier étant un sacré client pour les médias. Et une petite anecdote pour briller au Clubhouse. Ce bon Mornay aurait dû être élu meilleur joueur du monde par l'IRB en 2009. Mais au moment du vote, à l'IRB, ouais, on disait pas encore World Rugby à l'époque, hein, le changement est intervenu en 2013. Ils se sont plantés de prénoms sur les bulletins de vote. Ils ont mis François et non pas Mornay. Du coup, comme François Chen n'avait pas vraiment fait une saison énorme, ils ont voté pour Richie McCaw, qui a été blessé la moitié de l'année. L'amateurisme, c'est vraiment à tous les niveaux. Bravo les gens, bien joué. Du coup, j'étais vraiment aux anges quand il a signé au Stade Français Paris. Franchement, un de mes joueurs préférés, capable de performances aussi époustouflantes. On est quand même passé à ça d'un recrutement raté. Quand même. Comme pour Digby Ioane par exemple. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Mais c'est quand même pas mal repris ensuite, hein. C'est largement l'homme des phases finales qui nous ont mené au titre de 2015, donc bon. Et donc voilà, c'est tout pour ce petit top, hein. J'espère que ça vous aura plu. Merci aux twittos qui m'ont filé quelques idées pour ce top, même si parfois les renseignements donnés étaient quand même extrêmement succincts. Ouais, comme disent les consultants de vos chaînes préférées, c'était compliqué. Alors, Castagnette face au Pays de Galles. Bah démerde-toi avec ça, Melkor. C'est donc tout pour aujourd'hui, hein, voilà, pouce bleu, abonnez-vous, commentaire, vous connaissez la chanson, et j'espère que la prochaine fois on remettra pas un an à se retrouver. Allez, ciao bye, et bonjour chez vous.